Alors, bonjour tout le monde. Comme mentionné dans la présentation de Roger tantôt, Stas et moi travaillons pour les produits Kruger à Crabtree, près de Joliette. Chez nous, on fabrique du papier hygiénique et aussi du papier essuie-tout, comme montré ici à l'écran. Alors, à l'usine, on a des machines à papier et on a un département de transformation, là où on travaille. Les machines à papier nous envoient des grosses bobines de papier, puis nous, on part de là et puis on transforme ça en produits finis. Comme je mentionnais, c'est les genres de produits qu'on fait chez nous. Et puis ces produits-là sont mis en caisse et envoyés soit directement chez nos clients ou envoyés dans nos entrepôts. Alors, notre présentation aujourd'hui, on va couvrir quand même plusieurs points de la fiabilité. Et puis, si j'étais pour faire un sommaire de tout ce qu'on va raconter aujourd'hui, j'étais pour faire un sommaire en seulement une seule phrase, bien la phrase, ça serait la suivante, c'est le titre de notre présentation. Soit faire le bon travail au bon moment. Et puis pour ça, ça prend une bonne synergie entre l'opération et l'entretien et une planification efficace. Je vais passer au travers avec vous ce qui va être couvert dans notre présentation aujourd'hui, rapidement. Alors, introduction, on va reculer, il y a 13 ans, dans le département, vous raconter un peu qu'est-ce que ça avait l'air, le département chez nous, avant que la fiabilité soit mise en place. Ensuite, maintenance basée sur la fiabilité, on va parler de synergie entre l'opération et l'entretien. Processus des ordres de travail, de l'identification des ordres de travail, la priorisation de tout ça et l'exécution. Ensuite, on va parler maintenance basée sur la fiabilité. On dit tout commence avec la planification et l'ordonnancement. Ensuite, on va parler des ordres de travail en soi, de la documentation qui vient avec ça, et aussi de la mise en trousse ou kitting, comme on l'appelle. On va parler des outils de planification et d'ordonnancement qu'on a chez nous. On travaille chez nous avec SAP Plant Maintenance. Et puis, on a aussi un logiciel qui a été fait là, à l'interne, sur mesure pour nos besoins, qu'on a appelé Crew Planner, le Crew pour Kruger. Et puis, on cédule nos ressources avec ça. Ensuite, on va vous parler des processus de planification et d'ordonnancement. Qu'est-ce que des processus de planification et d'ordonnancement? Ensuite, on va vous parler de la maintenance proactive. Et puis, ensuite, on va vous parler des stratégies pour mettre en place des nouvelles activités dans le département, de quelle stratégie qu'on met là-dedans. Et puis, on va terminer avec le mot de la fin. Alors, voici un peu le portrait du département de l'entretien. Comme je disais, on recule là, environ 13 ans là, avant que la fiabilité soit plus active chez nous. On avait beaucoup de bris d'équipement, plusieurs lignes arrêtées à chaque jour. Les cibles de production rarement atteintes. Puis qu'est-ce que ça fait, ça, des cibles de production rarement atteintes? Bien, ça fait qu'on avait de la misère à donner le volume qu'on promettait à nos clients à temps. Donc, ça nous emmenait des clients non satisfaits. Plusieurs bris et des bris quand même assez coûteux aussi. L'autre problématique qu'on avait, c'est l'inefficacité des ressources, taux de surtemps élevé. Chez nous, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Beaucoup de surtemps étaient faits le soir, la nuit, les fins de semaine. Il y en a plusieurs qui se sont mis riches avec ça. Et puis ensuite, mesure du range time bas, hein, quand on est désorganisé, quand il manque des procédures, s'il manque des pièces, manque des outils pour faire le travail. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'on n'est pas efficace à faire le travail. Plusieurs reprises de travail, on faisait nos jobs deux fois, parfois 3 fois avant de faire la bonne action. Nos ressources mal utilisées, frustrées quand on est désorganisé, hein, c'est un peu ça que ça donne comme résultat. Et puis, quand il manque des pièces, puis qu'on fait nos jobs plus d'une fois, puis qu'il manque des outils, puis ça nous amène à quoi? Ça nous amène à improviser un peu le travail qui doit être fait. Bien, dans ce temps-là, on augmente nos chances de blesser nos gens. Inefficacité du département, travaux rarement planifiés, une utilisation inefficace des ressources. Puis même si d'année en année, on mettait de plus en plus d'argent dans la maintenance, ça ne faisait pas qu'on réduisait nos bris. On restait statu quo d'une année à l'autre. Alors, si je vous demandais, y en a-t-il un dans la salle qui pourrait me donner sa définition de la fiabilité pour lui, c'est quoi? Quelqu'un qui pourrait me dire en une phrase, ça représente quoi la fiabilité pour lui? Il y en a un qui veut se risquer.
bien de l'allure. Bien de l'allure. Si on prend la définition du dictionnaire pur, un synonyme de fiabilité, on dirait que c'est degré de confiance. Et puis, l'exemple qui est marqué dans le dictionnaire, c'est la fiabilité de cette machine a été testée en laboratoire pendant de longs mois. Si on y va avec une définition plus pratique, qui s'approche pas mal de ce que tu dis, on pourrait dire que c'est d'avoir l'équipement toujours disponible à produire au besoin. Hein? On pourrait aussi donner une autre définition, on pourrait dire que c'est de faire le bon travail au bon moment. D'ailleurs, c'est la définition que John Mowbray a donnée à la fiabilité dans le livre RCM 2. Alors, si on recule dans le temps, avant les années, disons, 50, il n'y avait à peu près pas de maintenance qui était faite ou à peu près pas de fiabilité qui était faite. Quand ça brisait, on réparait. Ensuite, il y a une deuxième génération qui est apparue, disons, des années 50 aux années 80 environ, où est-ce qu'il y avait une dynamique où on faisait des reconstructions complètes d'équipements ou des reconstructions partielles d'équipements. Et puis, c'était la façon d'essayer de maintenir un certain niveau de fiabilité. Je vais vous parler d'un élément de la troisième génération. Je ne passerai pas au travers de tous les items, mais je vais vous parler du Condition Monitoring, hein? L'analyse d'état des équipements. Alors, dans la troisième génération, à partir des années 80, avec les ordinateurs qui sont plus puissants, puis tout ça, plus petits, plus puissants, bien ça nous a amené des beaux outils comme la vibration, l'ultrason, la thermographie. Mais entre déceler un changement d'état sur un équipement, entre ce point-là et puis ordonnancer une job, disons, il y a un long chemin entre les deux. Et puis ça, c'est la partie, une des parties pas faciles. Alors, on dirait qu'à partir de là, il faut faire le bon travail. Puis pour faire le bon travail, ça prend un excellent partenariat, une belle synergie entre l'opération et l'entretien, afin d'identifier les travaux essentiels à faire pour assurer la performance de nos équipements. Aussi, qu'est-ce que ça prend à partir de l'identification des changements d'état? Suite à ça, il faut faire le travail au bon moment. C'est ça aussi qui n'est pas facile. Puis, pour faire ça, bien, ça prend une planification et un ordonnancement pour assurer que les travaux soient exécutés d'une façon efficace pour optimiser la performance de nos équipements. Alors ici, je vais vous montrer deux vidéos. Je vais skipper celui du centre parce que je sais qu'on est un peu serré avec le temps. Deux vidéos d'arrêt au puits, un de 1980 de Gilles Villeneuve, et puis le troisième, c'est un arrêt au puits plus récent, disons. Alors, on va voir la différence entre les deux. « 20 secondes, un arrêt au puits de 20 secondes. On est quand même en 1980, on n'est pas en 1960, là, c'est quand même bon. OK, on peut passer au troisième vidéo. Alors, un arrêt au puits pas mal plus récent. Regardez ça, la différence entre les deux. OK, merci. Merci, merci. OK, on peut arrêter ça. Je pense que ça tombe en boucle.
Donc, pour 20 secondes de 1980, on peut en regarder une coupe à 2 secondes, hein, dans le même temps. Alors, ce qu'on vient de voir là, hein, c'est assez incroyable, passer de 20 secondes à 2 secondes, 10 fois plus rapide. Alors, en optimisant là, la planification, l'ordonnancement, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Hein, c'est du bon boulot quand même, se rendre jusqu'à là. Beaucoup de travail de fait. Alors, c'est un bel exemple de faire le bon travail au bon moment. Une personne qu'on a de critique dans cette activité-là, c'est certainement le pilote. Le pilote qui peut représenter les opérations dans l'industrie. Le pilote est au centre de tout. Le pilote, quand il arrive à son puits, lui, il a des tâches incontournables qui vont être faites sur son véhicule. Des choses qu'il n'y a pas un mot à dire. Par contre, où est-ce que ça devient intéressant? Où est-ce que le pilote peut faire une différence? C'est avant l'arrivée au puits. Avant l'arrivée au puits, lui, il doit transmettre clairement à son équipe, à son ingénieur en chef, les comportements de son véhicule, puis certaines observations qu'il trouve anormales, des choses qui, selon lui, pour optimiser la performance de son véhicule. Alors, si ça, c'est bien transmis à sa gang, eux autres, ils peuvent interpréter tout ça et puis faire les bonnes actions sur son véhicule. Alors ça peut faire une grosse différence dans une course. L'autre joueur important, c'est celui qu'on pointe là, avec la flèche au bout. Lui, il se trouve à faire le rôle de liaison entre l'opération et l'entretien. Puis c'est également critique comme tâche. Vous allez voir tantôt, Stas va vous parler des mécaniciens de secteur qu'on appelle par chez nous, qui remplissent un peu le même rôle. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde l'activité dans son ensemble, s'assure que tout est fait, que tout est bien fait, et puis c'est lui qui donne le go au final en pesant sur le bouton. Quand tout le monde est en sécurité, il donne le go au pilote. OK, tu peux repartir faire ta course. Alors, je laisse la place à Stas. Donc, un autre exemple, qu'on peut parler, un exemple plus simple, qu'on vit tout le monde, quand vous achetez un char, mettons, vous allez au concessionnaire, souvent, il y a un tableau qui est affiché là-bas, quand vous voyez, mettons, quand vous allez voir les gens de service, il y a toutes sortes de maintenance à effectuer sur votre véhicule si vous voulez le garder à sa performance optimale. Donc, on dit, le directeur de service explique, mettons au conducteur, qu'est-ce qu'il faut faire, puis c'est quoi les conséquences si on ne le fait pas. Puis, il y avait des gens plus grands que moi avant. Mais au bout du compte, c'est le conducteur ou le conducteur qui va prendre la décision de faire un rendez-vous pour amener son char pour faire la maintenance là-dessus. Donc, le mécanicien ne va pas cogner à ta porte à chaque matin et dire « Hey, est-ce que faites votre changement d'huile aujourd'hui? » Donc, c'est le conducteur qui prend cette décision-là. C'est un petit peu la mentalité qu'on veut aussi instaurer avec nos gens d'opération à l'usine. L'autre affaire, comme Jean-Philippe disait tantôt, c'est il y a un petit bruit que tu attends sur ton char, ça fait une semaine qu'il y a un petit bruit anormal. Quand tu vas aller au garage pour un changement d'huile, tu avais un changement d'huile prévu, mais tu as attendu un petit son. Donc là, tu vas communiquer ça au directeur de service, puis lui, il va effectuer un ordre de travail ou un bon travail pour checker ça. Donc, le client ou le conducteur, il joue un rôle important pour assurer que son véhicule va rester fiable pour plusieurs années. Ici, je ne vais pas passer à travers de ça trop longtemps. La compagnie, ça c'est le président d'une compagnie qui s'appelle Edcon. Je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie-là. Ils sont très connus mondialement dans les domaines de planification, fiabilité. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils disent? Que ça prend une bonne relation de gens partenariat entre l'opération et l'entretien pour assurer la fiabilité de tous nos actifs, tous nos équipements, puis la performance optimale. Parce que les opérations, ils connaissent tous les enjeux opérationnels, ils ont tout le temps des cibles à rencontrer, il faut produire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gens d'entretien, ils connaissent d'autres
d'autres enjeux. Par exemple, il faut faire la lubrification, il faut que nos équipements soient bien alignés, parce que si on ne fait pas ces affaires-là, la chose, c'est que les effets ne sont pas immédiats. Tu ne le verras pas demain, tu le verras peut-être dans 6 mois, même 1 an. Donc, en connaissant tous les enjeux, on joue en partenariat, puis c'est comme ça qu'on assure la fiabilité de nos équipements. Donc, synergie, ça donne la fiabilité. Puis la synergie, selon nous, c'est un partenariat entre l'opération et l'entretien. Donc, comment est-ce qu'on a créé cette synergie-là à l'usine? Mais la première chose, la première clé, ça prenait comme on dit en anglais, buy-in, le buy-in de la direction. On était chanceux dans ce sens-là que notre direction y croyait à ça, ils voyaient comme l'entretien comme un élément essentiel à la bonne performance de nos équipements. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti des mécaniciens de leur job régulier. On a créé une couple de postes spécialisés qu'on appelle des assistants techniques ou nous autres, on les appelle des mécaniciens de secteur. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec les gens d'opération, avec les superviseurs d'opération. Ils sont même assis dans le même bureau. OK? Donc, on dit mise en place des adjoints techniques qui travaillent avec les superviseurs d'opération. Donc, eux autres, leur fonction principale, c'est vraiment de gérer la côté technique des machines, gérer les backlogs qu'on appelle, les charges de travail, les listes de travaux en attente. Et aussi, c'est des gens qui pendant les shutdowns, le but, c'est de ne les pas faire, mettons, wrencher sur des travaux en spécifique. Il s'agit comme coordonnateur, comme le petit monsieur qu'on avait vu dans le puits qui, avant de peser le bouton, là, qui est assuré que tout le travail a été fait sur le char, puis tout le monde était en sécurité avant que le char va partir. Donc, un petit peu de rôle qu'on a donné à ces gens-là. OK? Parce qu'eux autres, en fond, il s'agit aussi comme lien entre l'opération et l'entretien. Parce que là, en étant à côté des gens d'opération, ils commencent à connaître bien les enjeux d'opération, comme les taux de rendement efficaces. Puis, mettons, il faut rouler, il ne faut pas arrêter. Mais en même temps, eux autres, ils ont le background d'entretien, ils connaissent un petit peu les enjeux, comme on disait tantôt, l'importance de faire la maintenance préventive, les alignements, les inspections, etc. Donc, ces spécialistes techniques jouent un rôle important lors des arrêts de maintenance en faisant la coordination, OK? Puis en donnant une assistance technique aux mécaniciens en place. Donc là, on va commencer avec les éléments importants pour la planification, pour avoir une bonne planification, un bon système d'ordre de travail, comme on dit. Parce qu'on peut avoir tous les bons outils, on peut avoir un programme de vibration, on peut avoir toutes les technologies disponibles à notre usine pour faire des checks, mais si on n'a pas un bon processus pour faire le suivi, l'exécution des travaux, ça ne marchera jamais, ça va tomber. Donc, c'est très important, je ne peux pas mettre l'emphase à ça, d'avoir un processus qui est écrit et bien défini, puis bien compris par tout le monde. Là, on n'a pas le temps aujourd'hui de parler je n'ai pas le temps de faire le processus au complet, parce qu'on peut être ici pour minimum 8 heures pour passer ça. Mais le message là-dessus, mais il y a 2 messages. Ça prend un processus, puis l'autre affaire qu'on voudrait montrer, c'est que tous les gens d'entretien, puis l'opération jouent un rôle très important dans ce processus-là. Donc, ce n'est pas juste un processus d'entretien, on dit que c'est un processus d'usine. Donc, la première phase qu'on appelle identification et priorisation des travaux, le groupe opération, il joue un rôle très, très important. Okay? La deuxième phase, c'est la planification, qu'on parle d'estimation, préparation des jobs. Ça, c'est principalement fait par les gens d'entretien. Quand on rentre à la 3e phase, juste avant l'exécution, encore une fois, c'est des étapes critiques que l'opération joue un rôle là-dessus. Souvenez-vous de l'exemple de Charles qu'on dit, c'est le pilote ou le conducteur qui prend la décision de rentrer son véhicule.
c'est les gens d'opération qui décident c'est quoi les jobs prioritaires qui s'en viennent pour le prochain shutdown. Mais tu dis comment est-ce qu'ils font ça? Ils ne connaissent pas tous les enjeux techniques. Mais oui, ils ont le mécanicien de secteur qui travaille avec eux autres. Ils sont en partenariat. Donc, c'est comme ça qu'on marche. Donc, la planification et l'ordonnancement sont des éléments essentiels pour implanter un processus de maintenance basé sur la fiabilité et pour atteindre des niveaux de performance de classe mondiale. Donc, on parlait du processus. Donc, c'est quoi les éléments clés de ce processus-là? Un peu, on va montrer ça. Puis, en plus, c'est quoi les outils qu'on utilise? Donc, les équipements devront être clairement identifiés avec une bonne hiérarchie dans le logiciel d'entretien. Donc, si on veut entretenir nos équipements, si on veut amasser un bon historique, voir les coûts qu'on a dépensés, il faut identifier les équipements clairement quand on fait nos heures de travail qui sont faites précisément sur les bons équipements. Donc, ceci nous permet de créer des heures de travail sur des équipements de département et de bâtir un bon historique d'entretien. Autres éléments. Aux transformations où est-ce qu'on travaille, on a 13 lignes de production. Chaque ligne, il va arrêter à peu près 6-7 fois par année. Donc, on a une grosse quantité de shutdown. Donc, nous autres, ça prend absolument un calendrier qui est bâti en avance, un an en avance, qu'on donne ça aussi aux gens d'opération qui peuvent céduler, qui sont tous intégrés dans les cédules de production aussi. Donc, le processus de bon travail qu'on vient de voir dans les slides précédents, très, très important. Encore une fois, je ne peux pas mettre l'emphase à ça. Puis, je peux vous raconter une petite histoire. Ça fait une couple d'années qu'on a changé le logiciel à l'usine. On a passé, mettons, de logiciel à SAP Maintenance, qu'on va voir un petit peu plus en détail. Puis, le processus a bien été, ça a bien été, puis même les gens de IT nous avaient dit on n'a jamais vu une intégration aussi facile qu'on a vu à cette usine. Puis ils m'ont dit ça a bien été, puis je dis il y a deux éléments qui a fait la différence. Mais premièrement, le monde qui était ouvert au changement, ça c'est très important. Mais l'autre élément clé aussi, c'était qu'on avait déjà un processus en place. Puis on a dit, c'est un outil. Comment est-ce que l'outil va supporter le processus? Puis on n'a pas fait l'inverse. Donc, c'est important d'avoir un processus en place. Ça prend un bon outil efficace pour prioriser les heures de travail. Puis, mettons, ça peut être un genre en forme de matrice qu'on utilise, qui prend en compte la criticité de l'équipement, puis aussi le facteur de temps. Ça prend des indicateurs de performance, on l'appelait, ou performance, mais Roger nous a corrigé en matin, c'est des indicateurs clés de processus. En fond, c'est ça. Parce que c'est important pour qu'on puisse se mesurer. Quand on introduit des affaires, absolument essentiel d'auditer, puis nous identifier les écarts et voir où est-ce qu'on doit focusser nos efforts. Donc, là, je passe un petit peu les outils qui sont utilisés d'une base quotidienne par nos techniciens. Puis avant de passer à ça, je vais juste vous raconter une petite histoire. Quand Jean-Philippe il dit on a commencé vers ça fait à peu près 12-13 ans. Je me souviens que j'ai commencé comme planificateur à ce moment-là. Puis j'étais allé voir le superviseur, il y avait une pile de jobs dans son bureau, de piles de papier. Premièrement, les mécaniciens, le matin, s'en allaient tout le monde sur des urgences parce qu'il y avait 2-3 lignes arrêtées quasiment à chaque jour. Puis ils faisaient corriger les urgences. S'ils finissaient en avance un petit peu, d'aller voir le superviseur, puis il dit « As-tu une job pour moi? » Puis le superviseur prenait une feuille et disait « Allez voir si la machine est arrêtée, puis si on a les pièces, puis bonne chance. Voir si on peut faire ce job-là. » Donc, de ça, on a passé aujourd'hui que chaque matin, le technicien reçoit tout son package, ses pièces, puis s'il manque un de ces éléments-là, il ne commence pas le travail. Donc, c'est juste pour vous montrer l'évolution. Donc, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme package? À chaque matin, ils reçoivent une copie de la cédule quotidienne qui voit les jobs qui sont faits de la journée. Ils reçoivent aussi des papiers pour leur job qu'il faut faire. Ils ont tous les détails là-dessus, comme c'est quoi l'équipement,
c'est où le verrouillage, le numéro de verrouillage. Aussi, le numéro du bac de kitting qu'on appelle ou des mises en trousse. Aussi, ils peuvent voir c'est qui les collègues qui travaillent avec sur l'équipe, si c'est qui leur chef d'équipe. En plus, ils ont la place aussi pour écrire leurs commentaires suite à l'exécution des jobs. Parfois, quand c'est des jobs complexes, on attache aussi des procédures qui viennent parfois du manufacturier ou parfois des procédures qu'on a développées à l'interne. Les mises en trousse, très, très important. Les kittings, on ne peut pas faire l'emphase aussi à ça, la préparation. Comme on voyait les gens de la Formule 1 des puits, c'est sûr certain, si les gars ils doivent rentrer dans le garage pour chercher les pneus, le char ne sortira pas dans 2 secondes, ça c'est sûr certain. Donc les pièces, c'est très, très important. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que je vois que le temps il passe vite. Mais juste faire un petit point que avec les kittings, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un petit étiquette. C'est M. Roger qui nous a aidé avec ça, de développer ce truc-là, puis c'est merveilleux. C'est une visuelle. C'est attaché avec toutes les bacs de mise en trousse. Puis ça contient, mettons, les informations comme l'ordre de travail. Puis aussi, il y a ces parties-là qui sont comme des indicateurs. Donc, quand il y a des portions qu'on peut déchirer. Donc, si on a de la portion rouge ou le jaune pâle, ça veut dire que la job est en mode préparation, ce n'est pas encore complète. Quand toutes les pièces sont complètes, sont dans la mise en trousse, on déchire cette partie-là, puis ça laisse la partie verte, qu'on dit PAF, ça correspond avec les statuts dans notre CMMS. PAF, ça veut dire prêt à faire. Donc, c'est une visuelle, on sait que cette kitting-là est complète. On peut aller faire la job. Quand on exécute la job, on déchire, puis on laisse la partie bleue. S'il y a des pièces à retourner au magasin, parfois, si on n'a pas utilisé toutes les pièces, il y a des pièces à retourner. C'est un indicateur visuel pour le planificateur ou l'estimateur qu'il y a des pièces à retourner. Si toutes les pièces ont été consommées, on déchire la partie bleue, puis ça reste juste la partie blanche, puis on sait que la job est 100% complète, puis le bac peut être réutilisé. Donc, c'était juste une façon d'être plus organisé. Donc, on utilise 2 logiciels à l'usine pour l'entretien. On utilise l'SAP, Plant Maintenance, ça c'est notre CMMS qu'on appelle principal. Et on a un autre outil pour l'ordonnancement des ordres de travail, allocation des ressources. Donc, le SAP Plant Maintenance, je suis pas mal sûr que tout le monde, vous avez des CMMS chez vous. C'est une CMMS qui est assez puissant et très, très efficace. Donc, c'est le logiciel principal du département d'entretien. Tous les travaux liés aux équipements respectifs sont utilisés pour bâtir une historique sur les actifs. Le système gère les travaux de maintenance préventive, prédictive et des travaux correctifs. Donc, il y a des calendriers, puis quand ils sont dus, ils vont popper. Puis aussi, dans le logiciel, on bâtit beaucoup de ce qu'on appelle des gammes opératoires. C'est comme des templates pour des jobs. Donc, une fois qu'on va exécuter un job, puis on a des pièces, on a une procédure, on a l'estimé de temps, on va tout documenter ça dans notre CMMS. Ça va créer une template. Donc, la prochaine fois qu'il faut exécuter ce job-là, ça va être facile. Il prend le template, il l'insère sur l'ordre de travail, puis tout ce travail-là est fait en avance. Donc, ça nous aide beaucoup à sauver du temps. Donc, la cédule ça, c'est la cédule d'ordonnancement des ressources de chaque matin. On a 2 cédules. On a une hebdomadaire, puis on avait une, mettons, pour la quotidienne qu'on avait dit, qu'on avait mentionné, qu'on avait montré tantôt. Donc, tous ces outils-là, comme je vous dis, c'est là où est-ce qu'on est rendu. Si les techniciens ne reçoivent pas tous ces outils-là le matin, ils commencent pas leur job. Ils trouvent ça bizarre. « Hey, je n'ai pas mes pièces. Hey, je n'ai pas la procédure. Qu'est-ce qui se passe? » Donc, on est content dans ce sens-là qu'on ait vraiment évolué à ce point-là. Alors, Stas nous a parlé de ces beaux outils-là qu'on a maintenant chez nous et qui nous aident grandement.
Je vais vous parler un peu des bénéfices que ça nous a apporté, ça, chez nous. Côté des ressources, ces outils-là de planification et d'ordonnancement, bien, ça nous a permis de réduire les incidents-accidents. Les techniciens passent moins de temps à travailler sur des urgences, puis plus de temps sur les travaux proactifs, ce qui est le but vraiment. Et puis, les techniciens sont plus versatiles. En ayant ces outils-là, notre planificateur, c'est plus facile pour lui de jouer avec les ressources puis de les faire travailler sur différentes tâches. Donc, ça aide à créer plus de généralistes puis un peu moins de spécialistes pour pouvoir travailler sur différentes choses. Le planificateur travaille d'une façon plus efficace. Hein. Chez nous, maintenant, grâce à ces outils-là, le même gars, seulement un planificateur, c'est lui qui gère tout ce qui a rapport avec les mécaniciens, les électriciens, les instrumentistes, tout ce qui a rapport avec la lubrification. Et puis, on a un autre département, on l'appelle le garage. C'est où est-ce qu'on répare tous les véhicules roulants de l'usine. Alors, un gars gère tout ça. On s'entend aussi qu'on a des estimateurs qui lui donnent un coup de main pour estimer les jobs, mais surtout le planificateur, c'est celui qui va céduler les ressources pour tous ces groupes-là. Exact. Alors, grâce à ces outils-là, en étant plus organisés, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que les ressources qui travaillent sur le plancher sont plus motivées, puis ils voient qu'ils sortent plus de travail, donc sont bien encouragés de ça. Puis tout ça, ça nous permet de faire ou d'améliorer, de faire le bon travail au bon moment. Maintenant, côté fiabilité des équipements, qu'est-ce que ça nous a permis de faire, ça? Qu'est-ce que ça nous a permis d'améliorer, ces beaux outils-là? Ça nous a permis de réduire la quantité de travaux d'urgence. Ça nous a permis de réduire la charge de travaux d'entretien sur les lignes de production, le backlog, comme on dit. En faisant plus de travaux par arrêt de maintenance, ça nous permet de réduire à un minimum le nombre de bons de travail pour chaque actif qui est dans le système. Puis comme on le sait, quand on dépasse un certain seuil là-dedans, là, ça devient difficile de gérer. Puis ça devient difficile aussi de faire le bon travail au bon moment puis de garder nos équipements en bonne santé. Meilleure adhérence à la cédule hebdomadaire et quotidienne. Réduction de la reprise des travaux en ayant les kittings PAF avec, comme on dit, prêts à faire. Tout le matériel requis, les procédures, les bons outils. Ça nous permet de faire le travail comme il faut la première fois. Augmentation sur la disponibilité des équipements de production. Des embûches, on a-tu eu des embûches là-dedans? Oui. Puis on est en train de travailler sur une, d'ailleurs, ce que Stas comptait tantôt par rapport aux mécaniciens de secteur, ceux qui font le lien entre l'opération et l'entretien. On travaille sur ce que ces gars-là font, parce qu'étant donné qu'ils sont retirés du plancher, c'est facile pour l'opération de les utiliser sur des petites tâches à gauche, à droite, et puis de les faire travailler sur des petites urgences, en réalité. Alors, ils ne font pas exactement le travail qu'ils devraient faire. Comme je disais, les adjoints techniques sont aussi... Ah oui, c'est ça. Puis l'autre point, c'est que aussi dans les arrêts planifiés, on utilise ces gars-là pour faire des jobs, pour canner plus de travail. Mais c'est pas ça leur responsabilité non plus. C'est comme la personne là qu'on mentionnait tantôt à l'arrêt au puits, celui qui est comme le lien entre la maintenance et la production, celui qui gère le shutdown, qui regarde, s'assure que tous les travaux sont faits au bon moment de façon sécuritaire, puis qui donne le go à la fin pour dire « OK, vous pouvez repartir votre machine, tout a été fait et bien fait ». Ensuite, le rôle de ces individus, il faut travailler là-dessus, ce n'est pas 100% défini. Et puis, on fait plus de travaux réactifs, comme je disais, avec ces gars-là, parce qu'ils sont retirés du plancher. Et puis, moins de focus sur ce qu'ils devraient faire. Vraiment, leur tâche, c'est de faire beaucoup de planification et d'ordonnancement pour optimiser nos shutdowns, faire des Gantt charts, s'assurer de voir quel job qu'on peut faire en parallèle, comment s'assurer que les gars ne travaillent pas un par-dessus l'autre, travaillent de façon sécuritaire et tout ça. C'est la tâche de ces gars-là. Alors, c'est là qu'on veut s'en aller. On travaille là-dessus en ce moment. Chez nous, on met beaucoup d'emphase sur la maintenance proactive. Ça représente plus de 70% des ordres de travail dans le département. Je vais vous énumérer qu'est-ce que ça inclut, tout ça. Comment qu'on le calcule? On le calcule avec tous les bons de travail qui sont en lien avec les inspections en route, tous les bons de travail de maintenance prédictive, l'ultrason, thermographie, vibration aussi qu'on fait. Ensuite, tous les bons de travail reliés à la maintenance préventive, les changements de pièces planifiés, lubrification, tous les bons de travail reliés aux travaux correctifs,
suite aux inspections. Ceux-là, on les calcule dans ce calcul-là. Et puis, les formations et finalement, les ordres de travail de type amélioration. Ici, on a un petit exemple d'une fiche d'inspection, le type de fiche d'inspection qu'on utilise dans le département. C'est ça que ça a l'air un peu. Nos techniciens électriques, mécaniques, instrumentation ont à peu près le même type de fiche. Et là-dessus, bien, on a la section de la machine qui doit être inspectée, la liste de composantes qui doit être inspectée. Et puis, ici, là, on a les tâches qui doivent être faites ou les vérifications qui doivent être faites sur la composante en question. Ça peut être de mesurer un jeu, par exemple, un jeu mécanique. Et puis, dans les cases de droite, là, vert, jaune, rouge, quand la personne vérifie son jeu mécanique, autant que possible, on lui donne des valeurs cibles. S'il est en bas d'une certaine valeur, il est dans le vert. S'il est entre telle valeur et telle valeur comme jeu, c'est acceptable, mais on a une dégradation. S'il est en haut de telle valeur, on remplace. Alors, on essaye de faire ça pour pas que ça soit son libre jugement, autant que possible. En bas, on a un exemple de procédure qui est attaché à une fiche d'inspection. Alors, on a plusieurs routes d'inspection dans le département, comme je mentionnais. Initialement, ceux-ci ont été faits à partir des recommandations des manufacturiers, mais on s'est raffiné avec le temps. Et puis, on utilise de plus en plus les techniciens et les opérateurs pour nous aider à monter ça, ces fiches d'inspection-là. Parce que les gars connaissent bien leur équipement. Et puis, ils connaissent bien leur équipement, puis ils peuvent beaucoup nous aider à identifier qu'est-ce qui doit être fait, de quelle façon, et puis combien de temps que ça prend, puis aussi faire des petits brainstorming sur à quelle fréquence qu'on devrait inspecter ça pour pas que ça brise entre les inspections ou pas que ça se dégrade entre les inspections. On s'est vite aperçu qu'en incluant ces techniciens-là dans la dynamique, bien, que ça valorise leur travail, puis on a plus leur buy-in, comme on dit, sont plus participatifs aux inspections, puis on a définitivement vu une valeur ajoutée à nos inspections. Stratégie pour la mise en place de nouvelles façons de faire en fiabilité, prioriser les activités. Hein, c'est un peu, on s'est fait une liste de choses à se rappeler. Prioriser les activités, on ne peut pas tout faire en même temps. Avoir des cibles à atteindre, exemple un plan 5 ans. Ne pas réinventer la roue, aller chercher de l'aide extérieure pour se faire guider. Hein, c'est sage de faire ça, puis ça accélère le processus de mettre des choses en place. On a eu l'aide de Roger Coulombe à maintes reprises chez nous. On a aussi eu l'aide de Contrôle Laurentide sur différentes choses. Mesurer les changements qu'on fait autant que possible. Roger en a parlé plus tôt, bien important, en mesurant les changements, que ce soit réduction de coûts, etc., bien, ça nous permet de justifier d'autres choses dans le futur. Croire en ce que l'on fait, bien communiquer les changements et puis mettre en œuvre les activités quand tout est peaufiné. Alors, je conclus en disant faire le bon travail au bon moment. C'est certainement ça la phrase qui résume les enjeux fondamentaux qui nécessitent la fiabilité. Comme l'équipe de Formule 1 qui réussit à changer 4 pneus et à faire les ajustements demandés par l'opérateur sur le véhicule, puis tout ça dans un temps de seulement 2 secondes, bien, on peut certainement transposer ça chez nous et puis d'avoir un excellent travail d'équipe chez nous, entre la maintenance et l'opération pour optimiser la performance de nos équipements puis maximiser le nombre de travaux qu'on fait durant les arrêts de production. On dit chacun a un rôle important à jouer dans cet enjeu. Ça implique de l'identification des travaux à faire, à l'ordonnancement, à la planification, jusqu'à l'exécution des travaux à faire, le suivi après ça, puis j'irais jusqu'à dire les post-mortem pour avoir comme un peu un élément d'amélioration continue. Puis en connaissant nos rôles et responsabilités dans notre équipe, puis en exerçant de la rigueur entre nous autres dans tout ce qu'on fait, dans toutes les tâches qu'on fait, bien, je suis certain qu'on va réussir à atteindre un niveau de classe mondiale comme équipe. Merci. Merci, messieurs. Hey. Merci, Stas et Jean-Philippe. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires suite à leur présentation, leur étude de cas? Vous avez au moins des commentaires? Oui. Debout et plus fort. Je m'appelle Jean-Paul, je travaille chez Dupont. On est dans un processus similaire à ce que vous avez fait déjà. J'aimerais savoir, par rapport à votre logiciel pour l'ordonnancement de bon travail. Présentement, on a SAP aussi, PM, et on fait l'ordonnancement dans une fiche Excel.
Et quels sont les paramètres que vous avez mis en considération pour le développement de ce logiciel et pour faire l'ordonnancement de la bonne façon? Mais qu'est-ce qui est arrivé aux transformations? On a une situation particulière, OK? Parce qu'on a 13 lignes de production. À chaque jour, il y a au moins 5 lignes de production qui ont des changements de SKU, donc ça prend des changements, des réglages mécaniques. Tout ça est fait par l'équipe d'entretien. En même temps, ils vont faire des inspections, ils vont faire tous les travaux correctifs du département. Donc, aussi, dans notre usine, le pool de gars, il change à chaque jour. Il y en a du monde qui sont sur des factions, qui s'en viennent en équipe de jour. Donc, ça change quasiment à chaque jour. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Puis, toutes ces choses-là ont été gérées par d'autres systèmes. Donc, avec le logiciel qu'on a développé, ça prend toutes ces informations-là, ça les rentre automatiquement dans le système. Donc, comme exemple, les heures de travail de SAP seront importées de la journée. Puis c'est comme ça que nous permet de bâtir cette cédule-là, parce que, comme Jean-Philippe disait, le planificateur, il y a beaucoup de ressources à... Donc, juste un exemple, on fait à peu près, aux transformations, des petites machines, on fait des petits jobs, puis on peut avoir comme 30, même 40 heures de travail par jour dans la cédule. Donc, pour faire tout ça, là, ça prenait un logiciel qui peut rassembler toutes ces informations-là. Serge, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un logiciel maison que vous avez. Oui, c'est ça. Vous pourrez discuter avec eux. Oui. Autre question, commentaire? Un, deux. Bonjour. Bon, ben, moi, mon nom c'est Christian. Je travaille chez Chronos. Et puis, on est exactement dans le même processus que le vôtre. Là. Vous allez avoir peut-être 3-4 pas de plus que nous. On a le même problème avec votre adjoint technique. Nous autres, pour être plus clair, dans le fond, ils relèvent de la production. Donc, on se demande des fois s'il n'y a pas un parti pris pour favoriser la production. Puis des fois, ben, ils délaissent un peu trop l'entretien des équipements. Puis là, bien évidemment, nous autres, de notre côté, bien, on aimerait avoir l'équipement plus vite, plus tôt, etc. Puis c'est ça, on est souvent mis de côté ou mis à l'écart, puis on a des travaux plus importants parce que l'équipement est brisé dans un état vraiment lamentable. Fait qu'on se demande comment le gérer finalement. On devrait-tu l'avoir un ancien mécanicien devenu spécialiste adjoint technique ou un contremaître de production qui connaît tellement bien sa production qu'il sait quand arrêter au bon moment pour le donner à la maintenance. Fait que c'est tout ça. Là. Il y a des objectifs de production qui relèvent de très haut. Donc, eux autres, évidemment, ils veulent produire le plus, mais nous autres, à la maintenance, on se ramasse avec des équipements dans des états catastrophiques. On se demande c'est quoi le meilleur scénario? Bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un peu le même problème. C'est justement, c'est le bout qui nous fatigue le plus, là, un peu ce que tu es en train d'expliquer. On a prochainement du brainstorming qui va se passer entre la maintenance et l'opération pour discuter de tout ça. Fait que ça va faire des discussions intéressantes, je pense, pour savoir comment les gérer, tu sais, pour pas qu'ils travaillent à la saveur du jour. Puis, Je ne sais pas si c'est une piste, là. On se le demande nous autres aussi. Est-ce que c'est de focuser sur son objectif à lui? C'est quoi vraiment? Un objectif plus en tant que poste et non en tant qu'entreprise? Là, je ne sais pas trop. C'est sûr qu'ils vont avoir le parti production qui vont favoriser la production, puis côté maintenance qui vont dire, ben l'équipement, il va se détruire. Là, il va falloir le remplacer. Une chose qui peut aider là-dedans, des fois c'est difficile de le couler dans le ciment, mais on utilise Outlook chez nous, tu sais, puis du lundi au vendredi, si tu es capable de placer des cases sur qu'est-ce qu'il devrait faire, puis quand dans la semaine, puis s'il déroge de ça, bien, là, je ne sais pas comment le traiter, là, mais s'il déroge de ça, il faut qu'il se rapporte ou il faut qu'il se justifie ou peu importe, bien, au moins, tu sais, il y a des incontournables qui a du temps à allouer puis, pendant sa semaine pour le faire. Fait que, on s'enligne pour utiliser un peu ça, là aussi. Est-ce que ça répond à votre question? Vous êtes dans la même situation, mais ils ont même présenté une petite matrice de priorisation. Puis ça devrait être la cible de l'adjoint technique.
Vous avez deux indicateurs importants dans ça, les U1 et les A1. Puis ça doit baisser. Fait que tu ne peux pas passer des travaux saveur du jour au détriment de ceux-là. Autre question ou commentaire? Oh, wow! Donc, bonjour, merci pour votre présentation. Je vous dirais qu'au niveau mécanique, on est rendu à un point similaire où vous êtes rendu. Vous faites vibration, analyse d'huile, thermographie, vibration. On est rendu au point d'exploiter le volet électrique. Je me demandais si une des facettes que vous aviez attaquées au niveau des outils prédictifs pour le domaine électrique. Thermographie. Oui, il y a la thermographie. OK. Tout ce qui est instrumentation, valve, transmetteur, de niveau de pression, des C'est ça, nous autres, on est plus au niveau des transformations, fait qu'il y a moins de grosses instrumentations, là, avec des grosses valves proportionnelles, disons, puis des choses comme ça. Mais en électrique, on a du travail à faire. En électrique, on a du travail à faire. On est pas mal avancé en mécanique. En instrumentation, on s'en vient très bien. Ben, on appelle instrumentation, là, mais c'est de base un peu, là, beaucoup de valves, beaucoup de cylindres, Fait que les fuites d'air dans les cylindres bypass, ça nous fait mal. Les fuites d'air dans des lignes d'air, on a des machines où est-ce qu'on a un gros réseau d'air. Si on perd de l'air, ben, on perd l'efficacité de la machine, des mouvements qui ne se font pas dans le bon temps. Fait que ça, on s'en vient bien là-dedans, mais électrique, on a un saut à prendre là-dedans. On a aussi travaillé avec le contrôle Laurentide. Mathieu, tu m'en dois une là-dessus. Dernière question, je suis 30 secondes. Le range time, comment il est mesuré? Vous avez parlé un peu au début de la présentation. Est-ce qu'il y a un KPI là-dessus? Le range time en soi. On a déjà fait des exercices comme ciblés de le calculer, mais en continu, non. Intéressant, merci. Merci beaucoup. Je dois terminer la période de commentaires là, parce que je veux respecter l'horaire. Mais en passant, effectivement, quand on est dans les lignes de transformation comme eux, tu ne peux pas appliquer toutes les techniques. Mais dans l'ensemble, on voit au moins 5 ou 6 techniques prédictives: vibration, analyse d'huile, ultrasons, thermographie, analyse de contrôle de moteur, là, soit PDMA ou Altes Pro. Ensuite, le suivi des boucles. C'est des logiciels plus particuliers, là, plan triage, matricon. Je me rappelle d'un collaborateur qui va être conférencier cet après-midi. Alouette peuvent peut-être vous aider sur la partie analyse de contrôle de moteur. PDMA et Altes Pro, ils ont les deux technologies. Vous pourrez parler à Vincent et à Dave. Là. Ils peuvent vous aider un peu sur leur expérience. Ça marche? Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée.